Soyez les bienvenus à cette nouvelle rencontre philosophique de Venir pour agir. Merci pour votre présence, mais surtout, chère Claire, merci pour ta présence. Merci de venir nous donner l'un des plus grands mystères finalement des émissions de télévision et surtout l'émission la plus regardée, la météo, qui est la plus regardée de toutes les émissions. Mais chère Claire, avant de commencer cette discussion, peut-être présente-toi et surtout essaie de donner ton parcours qui est assez atypique, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Emmanuel, déjà de m'offrir cette opportunité d'échanger sur mon métier et à travers un angle peut-être un petit peu plus, une autre dynamique, la dynamique au travers de la philosophie, de l'introspection, de la réflexion. C'est un exercice nouveau pour moi et pour cela, vraiment, je te remercie. Et avant de répondre à cette question, je vais remercier chacun d'entre vous d'être ici. Il y a des visages que je connais, d'autres que je découvre. Et sachez que vos sourires illuminent la pièce et j'en suis vraiment touchée. Donc, pour ceux qui me connaissent, je vais le répéter. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Claire Delorme, présentatrice, journaliste météo, passionnée du ciel, passionnée depuis toute petite. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cette passion pouvait devenir un métier. Et j'ai décidé, à l'âge de 23-24 ans, de tout abandonner pour essayer de réaliser, concrétiser ce rêve. J'ai un master 2 en architecture. Je suis diplômée à l'école d'architecture de Paris-Belleville. À la fin de mon master, on a un exercice final d'un mémoire. Quand j'ai compris que la thématique de mon mémoire était bien plus basée sur le climat que sur l'architecture, j'ai compris que j'avais raté quelque chose, qu'il fallait que je rectifie le tir. Et donc, j'ai décidé de tout interrompre, de me servir de ce bagage parce qu'on en aura toujours besoin à un moment donné, et puis de reprendre mon parcours en me spécialisant en météo. Et c'est là où ça n'a pas du tout été facile, puisque forcément, une architecte fraîchement diplômée qui tape à la porte de toutes les rédactions en disant « Hello, je veux faire la météo pour vous, qu'est-ce que vous avez pour moi à me proposer ?» C'est un peu compliqué. Donc, on m'a gentiment remerciée et de me dire « Mais revenez avec un bagage en météo et à ce moment-là, on pourra peut-être en rediscuter. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis ouverte aux frontières et parmi toutes les boîtes de météorologie privée, une boîte a accepté de m'accueillir, Météo News. Et c'est grâce à eux que j'ai pu faire mes premiers pas dans la météo, apprendre sur le tard, parce que au sortir de mes 24 ans, je n'allais pas en plus recommencer des études. J'avais des impératifs, des injonctions alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas non plus négliger. Donc j'ai appris le métier sur le tard 2019. Une des plus grandes canicules que la France subit, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu peut-être ce changement de grille de lecture. Et c'est à ce moment-là où la France me rappelle et où je fais mes premiers pas sur CNews. Et après, progressivement, d'un remplacement qui devait être ponctuel, ça a commencé petit à petit par se pérenniser. Et aujourd'hui, me voilà l'une des jokers principales sur la chaîne LCI. Joker, c'est remplacer dès qu'il y a des besoins et faire des interventions aussi très régulières sur RTL. C'est un magnifique parcours, chère Claire, mais lorsque tu présentes la météo, donnes-tu des informations ou racontes-tu une histoire? Ah, quand on donne une info, on ne raconte pas des histoires. Mais l'information est primordiale car, de prime abord, c'est ce qu'on cherche tous. On cherche des choses factuelles, quel temps il va faire, quelle température il va faire. Mais il n'y a pas que ça. Sinon, on irait tous sur notre application d'iPhone, on regarderait le temps qu'il fait et point. Non, on ajoute quand même une dimension, c'est toute la dimension empathique et émotionnelle. Donc c'est là où cet exercice est assez particulier car ce n'est pas qu'une information, on véhicule, on traduit aussi une émotion, une humeur qui peut varier. Toute la difficulté, en un temps quand même très réduit, il faut savoir qu'on a un temps d'intervention qui est extrêmement court, 30 secondes, très heureux de les avoir, 1 minute. Mais pendant ces 30 secondes, il faut délivrer une information donc cartésienne qui est aidée par des supports, mais aussi à la fois que tout le monde se sente inclus dans cette météo et se sente aussi compris. Les grandes inondations qui ont frappé par exemple le sud-ouest, impossible de sourire ou d'être dans la joie. C'est impossible, donc il faut moduler son empathie et transmettre un message mais qui va accompagner les Français ou tous les téléspectateurs qui regardent la chaîne à ce moment-là. Parfois, on voit que la météo se trompe. Vous, en tant qu'expert de la météo, quelle est la place de l'erreur? Je dirais les choses autrement. Pour moi, la météo ne se trompe pas. C'est l'interprétation que l'homme en fait qui peut être à rectifier.
Sachant que la météo, j'ai beaucoup de personnes qui se plaignent en disant « mais c'était pas les bonnes infos ». Ça dépend déjà quand est-ce qu'il a regardé le bulletin. S'il l'a regardé il y a 48 heures et qu'entre-temps, il n'a pas fait de mise à jour, ben oui, évidemment, il peut y avoir des modifications car la météo, ça reste imprévisible. On peut avoir des tendances qui peuvent s'étirer à plus 10 jours grand maximum. La plupart du temps, c'est dans des conditions qu'on dit anticycloniques. Mais après, il y a toujours une variable d'ajustement et c'est là où il faut en permanence être informé. La météo ne se trompe pas. Nous, on essaye d'interpréter avec le plus de justesse possible. On n'est pas à l'abri d'un phénomène extrême et très localisé qui peut survenir. On apprend cette nouvelle trop tard, la plupart du temps, par les habitants. Je pense notamment à cette ville dans le Val d'Oise, Hermont, qui a été frappée par une tornade d'une manière quasi spontanée et personne ne pouvait l'anticiper. Une question que beaucoup se posent, mais comment présente-t-on un bulletin météo? Vous voulez dire Le fait quand on te voit à la télévision. Ok. La présentation météo, il faut savoir que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est quasi le produit final, mais ça demande beaucoup de préparation en amont. Ça dépend des tranches horaires, mais j'ai surtout été affiliée aux horaires matinaliers, donc ça implique de se lever très tôt. Je le mets à 3 heures, mais il faut qu'à 3h30, je sois dans le taxi pour être à la rédaction à 4 heures du matin. Ensuite, on a un brief avec Météo France. Ils nous donnent toutes les informations nécessaires, toutes les projections. Et nous, ensuite, notre travail, ça va être de les traduire au plus grand nombre et de faire un travail de synthèse, car on a énormément d'informations qu'on doit filtrer et avoir un message adapté, par exemple, de chaque région en fonction de l'actualité, que ce soit des canicules, des vigilances d'inondation, des sécheresses. Donc, forcément, adapter le discours. Et après, une fois qu'on est à l'antenne, on parle souvent du mythe du fond vert. Il existe, c'est vrai, mais il y a surtout cet écran en clair derrière où on a tous nos repères. Et à ce moment-là, il y a la caméra devant avec une petite loupiote rouge qui montre qu'on est en direct, qu'on s'adresse à des milliers, à des centaines de milliers de téléspectateurs et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et vous savez quoi? C'est cette marge d'erreur qui fait que je suis dopée aux endorphines, à l'adrénaline. Et à ce moment-là, je sais que je n'ai pas le droit de me planter. Si je me plante, c'est la honte. Donc, on évite ça au possible et la plupart du temps, ça peut marcher. Et puis, il y a des fois où ça marche moins bien parce que se lever très tôt le matin, forcément, à un moment donné, on est humains, il y a un phénomène de fatigue, un phénomène d'accumulation. Donc, on peut savonner. Mais c'est là où, justement, la bienveillance des téléspectateurs est très importante. Et oui, elle est humaine. Tu as parlé du temps. C'est vrai qu'on demande toujours quel temps fait-il. Mais Claire, je voudrais te demander ta propre définition du temps. Qu'est-ce que le temps pour toi? Une vaste question. Le temps, au sens large du terme, il est, on pourrait déjà le décortiquer sous plusieurs aspects. Il y a le temps chronos, le temps, les minutes, les secondes qui s'égrènent. Le temps, le kairos, cette opportunité à saisir. Mais le temps en rapport avec la météo, je dirais que c'est surtout, en observant le ciel, on est ramené à notre propre finitude. Quand on regarde le ciel, il ne va pas tout le temps faire beau, il ne va pas tout le temps pleuvoir. C'est toujours une alternance qui va, comme pour nous, va au gré de nos émotions, au gré de nos humeurs. Donc, je dirais que pour moi, le temps, c'est la définition même, l'allégorie même de l'impermanence, au sens comme les bouddhistes pourraient se l'approprier. C'est intéressant. Permets-moi de te reposer une autre question, de l'approfondir, parce que tu viens de dire, c'est vrai, le matin, tu vois, on se lève, on se dit il va pleuvoir, il va faire beau. On n'est jamais dans l'instant présent. On se projette toujours dans le futur. Oui, pour la météo, mais pas pour le climat. Quelle différence fais-tu? La météo, c'est une projection du temps à très court terme. C'est dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Et ça ne va pas au-delà de 48 heures. Passé 48 heures, il y a une incertitude. Il faut le savoir, hein, même les applications. Donc, c'est à plus 48 heures grand max. Ce n'est pas le même rapport que le climat. Le climat, c'est une science qui est toute récente puisque le climat est né justement de ces collectes permanentes de météo. Et c'est tout récent parce que les premières stations météo datent, si j'ai bonne mémoire, fin du 19e siècle. Donc forcément, on a un petit réseau en France qui s'est installé petit à petit et qui a permis de collecter les données. On a permis ensuite de l'analyser, de voir des tendances et donc ensuite d'affirmer que, en effet, il y a le climat, il y a des variations et probablement, je dis probablement pour ne pas vexer les climato-sceptiques, mais très certainement un dérèglement climatique. Voilà.
Et face à ce dérèglement climatique, en tant que présentatrice météo, C'est quelque chose que j'arrive à saisir dans le sens où peut-être pas forcément trouver les mots justes pour l'exprimer, mais c'est quelque chose vraiment que je ressens, c'est que absolument toutes les choses sont imbriquées les unes aux autres. Tout est absolument lié, tout. Le temps est lié au cycle de l'eau forcément aux océans. Tout est absolument lié et il suffit d'un petit grain qui peut totalement encrasser toute la mécanique pour que ça crée un bouleversement. En fait, je dirais que la planète est à un équilibre très précaire. un équilibre très précaire. Précarité dans le sens où il suffit d'un dixième de degré à l'échelle mondiale Oui. pour qu'une grande partie de la planète soit métamorphosée. Il suffit qu'un tout petit paramètre se modifie pour complètement transformer le visage de la planète. C'est en ça que je parle de précarité. Et d'ailleurs, ça ramène à cette impermanence, encore une fois. Ça ramène à ça, cette impermanence. D'où aussi peut-être cette importance à nous observer, à nous recentrer. Et quand je parle de recentrage, c'est à nous inviter à apprécier le moment présent, tel qu'il est. Et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce qu'il ne le sera jamais, tel qu'on Tout veut à qu'il fait. soit. Parce qu'il y a toujours un imprévu ou quelque chose qui peut remettre en question son propre paradigme. Donc déjà, rien que le fait de se projeter, c'est être potentiellement en situation d'échec. Oui, non, je Je- comprends. Je comprends ce que tu dis, mais alors quand tu présentes, est-ce que de ton métier, tu as cette mission d'éveiller les consciences à tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer? Alors, j'ai pas cette prétention. Ça sera très difficile, en 30 secondes, de pouvoir sortir un peu des sentiers battus et d'apporter une patte, une signature plus personnelle. C'est très compliqué. On peut apporter des détails, une culture météo, pas forcément au cœur des bulletins, parce que ça reste que les cartes, les températures, le temps sur les prochains jours, et on s'arrête là. En revanche, dans des chroniques, aujourd'hui, il y a des chroniques environnementales où on peut développer quelques sujets en particulier, ou lorsque ce sont des apparitions un peu plus préoccupantes, quand il s'agit de développer des aspects sur des départements en inondation, en sécheresse ou en canicule, là, à ce moment-là, on peut glisser peut-être une phrase qui sort du domaine de l'information, mais qui reste dans un savoir quand même météorologique. Je ne pourrais me permettre d'avoir ce genre de discussion dans ces bulletins-là. Dans ce cas-là, peut-être créer une émission où la météo pourrait être un outil de méditation, un outil de contemplation. Juste avant France Télévisions sur le bouddhisme, et puis le judaïsme, et puis la C'est messe ça. du dimanche matin. Mais je voudrais te poser une autre question, un autre pan de la discussion sur la fast fashion, Oui. puisque tu es une ardente, mais je te laisse présenter toute ta réflexion qui te tient à cœur. La fast fashion, c'est la manière de consommer le vêtement, de s'habiller d'une manière compulsive, irréfléchie, et surtout en foulant un peu du pied toutes les questions éthiques et environnementales. Donc la fast fashion, j'ai une réelle prise de conscience à cette thématique grâce à la météo. Et c'est très simple, hein, c'est comme pour vous tous, quand vous vous réveillez le matin, ou peut-être même la veille au soir, vous vous dites « Ah bah, qu'est-ce que je vais porter? Je vais m'habiller avec quoi ?» Et ben moi, je me pose cette même question pour la tenue que je vais porter en présentant la météo. Qu'est-ce que je vais porter? Donc ça demande une réflexion vestimentaire. Et en même temps, on demande aussi une grande variété. Par exemple, voilà, c'est très rare ou c'est même pas vraiment recommandé de s'habiller 2 fois le même jour avec la même tenue. Voilà. Donc, tout ce stock de vêtements, comment je vais faire pour m'habiller chaque jour en tenue différente? Et donc là, prise de conscience. Hein. Je vais chez Zara, je vais chez H&M. Pardon, je dis des marques, mais en même temps, bon, c'est des marques de fast fashion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède à la facilité? J'achète ces vêtements-là et puis je les revends? Ou est-ce que justement, sachant que entretenir ce circuit-là participe à la dégradation, à la détérioration, à l'accélération justement du dérèglement climatique, à un moment donné, il y a un conflit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ça a été pour moi le déclencheur et ça m'a fait repenser la manière de s'habiller, de se vêtir. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser à des circuits alternatifs, notamment celui de la seconde main, qui est une alternative absolument fantastique, car je constate que les vêtements qu'on qualifie de vintage, donc avant les années 2000, la couture était très bien faite, c'est du bon tissu, c'est de la matière première respirable, du coton, du lin, de la soie, et des matières qui durent dans le temps et qui, au fil des lavages, ne va non seulement ni se détériorer, mais encore moins polluer l'eau, car aujourd'hui, la plupart de nos vêtements sont
fabriqués à partir de polyester. Le polyester, c'est un dérivé du pétrole, c'est du plastique. Quand on le passe au lavage, il y a des micro-particules de plastique qui se déversent à chaque lavage. Ça contamine les nappes phréatiques, ça contamine le cycle de l'eau entier. Et ensuite, on est tous à se plaindre. Mais il y a des micro-particules de plastique partout. On ingère, je crois, l'équivalent d'une carte bancaire chaque mois. Enfin, je sais plus, là, c'est vraiment prendre avec des pincettes ce que je dis. Et donc, toutes ces particules de plastique, ça a tellement contaminé le cycle de l'eau qu'on les retrouve même sur les sommets des montagnes, dans la fosse des Mariannes, qui est la fosse la plus profonde, et même dans notre sang, même pour les jeunes femmes qui sont enceintes. Donc, Alors, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que le plastique est devenu un problème moral? c'est une rhétorique. Je dirais que ça commence à sortir de la morale à partir du moment où il y a des études qui prouvent que ça a un impact néfaste sur la planète, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé humaine et qu'on continue d'en produire. Je voudrais te faire rebondir sur une citation ici. La nature n'est pas un lieu à visiter, c'est notre maison. Que réponds-tu à cette citation? Et pour toi aujourd'hui, comment entretenir cette belle maison qu'est la Terre? J'avais oublié que c'était si dur de philosopher. Parce que la Terre, tu la vois tous les jours, du ciel, tu la vois. J'aimerais qu'on puisse l'envisager comme tel, car à partir du moment où on l'envisage comme tel, il serait inenvisageable de lui porter préjudice. On lui porterait de l'attention, du respect, de la considération, on lui apporterait de la valeur. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier, on se sert d'elle, on l'extrait, on pille ses ressources pour s'enrichir d'une manière très individualiste, très égoïste. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas cette éthique ou ce devoir moral à prendre soin d'elle comme on pourrait prendre soin de sa maison. Et là encore, quand je dis propriétaire, c'est très maladroit. On peut être propriétaire d'une maison, mais d'une planète, on n'en est pas propriétaire. On n'en est qu'un humble passager, qu'un humble visiteur. Et ça serait bien qu'on puisse faire en sorte de la laisser propre pour les générations à suivre. Peut-être une dernière question. Nous vivons sur Terre et toi, tu es une spécialiste du ciel. Nous interrogeons tous les jours le ciel, nous demandant s'il va faire beau, il va pleuvoir, etc. Et toi, tu as ce privilège de connaître le ciel plus près que nous. Que te dit le ciel chaque jour quand tu nous l'expliques? Ce que je propose, c'est la manière dont je le vois. Et d'ailleurs, j'invite à chaque personne de faire ce même exercice. Le ciel, ce n'est pas que un toit sur la tête. C'est un outil formidable pour comprendre à quel point tout est éphémère. Et à partir du moment où on comprend le caractère éphémère de chaque chose, ça nous invite vraiment à être dans la gratitude, à être dans l'accueil et à être dans une ouverture à accepter les choses telles qu'elles viennent. Ça nous force, ça nous impose à devenir humble, à nous remettre quelque part les pendules à l'heure, car on a tous cette tentation à se comparer aux autres, à se croire supérieur, immortel. Et puis, il suffit de 24 heures pour que le ciel nous tombe sur la tête et qu'on découvre qu'on a une maladie. Et là, ça nous fait repenser tous les acquis qui ne sont jamais acquis. Donc, pour moi, le ciel est un formidable outil d'introspection, de remise en question permanente et surtout de joie, parce que au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Et ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une vérité. C'est magnifique, merci beaucoup. Moi, j'ai une question quand même, parce que tu en as parlé à l'instant. Est-ce que, connaissant le ciel comme tu le connais, tu appréhendes moins ce qu'il y a après la vie? Alors, je n'ai absolument pas peur de la mort, vraiment pas. La maladie me préoccupe plus que la mort. Est-ce que tu peux répéter ta question? Parce que la mort m'a un peu perturbée, désolée. Oui, c'est parce qu'on dit quand on meurt, on va au ciel, enfin on va dans l'au-delà. Oui. Et toi, tu as répondu, puisque tu disais que tu n'avais pas peur de la mort, mais... Alors là, pour le coup, je vais me livrer un petit peu plus. Donc, c'est vraiment de l'ordre de ma propre sensibilité. Mais la première chose que l'on fait dans la météo, c'est observer. On observe quoi? On observe la nature. Dans toutes ses facettes, dans tous ses aspects, ça commence par l'impermanence du ciel, mais par aussi le cycle des saisons. C'est toujours un cycle qui se répète et qui se répète. Et en observant un petit peu plus à différentes échelles, que ce soit à des plus petites échelles microscopiques ou à des plus grandes échelles macroscopiques. Par exemple, la Terre a une révolution, donc c'est un cycle. Elle tourne autour du Soleil, c'est un cycle. Tout est question de cycle. Donc je me dis, c'est certainement une loi universelle, une loi qui nous régit, qui régit le vivant, qui régit absolument tout le monde. Donc in fine, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et si la mort n'était qu'un passage, la porte vers un nouveau cycle? Ce ne sont que des supputations,
mais ça me rend étrangement sereine. Et si jamais par un canal ou un moyen, peut-être après la mort, qui me permettra de vous affirmer que c'est bien le cas, que je ferai en sorte de vous le faire savoir. Merci. Mais qu'on soit d'accord, hein, on a tout notre temps. Merci beaucoup pour ton humour. Merci beaucoup. Les amis, le temps des questions est venu. Je vous laisse donc le micro et posez vos questions. Merci Emmanuel. Merci à toi. Je suis moi-même étudiant, là, ça m'a touché le fait que vous soyez avant étudiante. Et le lien que vous avez fait entre l'architecture météo et ensuite la question de la classe HL, je me demandais si on ne ressentait pas une question de forme de simplicité, parce qu'en architecture, comme vous êtes jeune, vous étiez encore. Et nous, les jeunes architectes, on entend parler justement de cette question de la simplicité, on va dire des matériaux plus simples, des matériaux plus nobles. Et je suis assez d'accord avec vous pour la question de la fast fashion, utiliser des matériaux plus simples, des techniques qu'on utilisait précédemment. Et je me demandais si cette question en fait, tous les éléments de la vie et comment vous l'appliquez dans des éléments différents de votre vie, lors de votre travail, mais peut-être aussi autour de la nourriture, de la santé, et voir quel était votre avis sur cet aspect-là. Je vous remercie car je crois que vous venez de mettre le doigt sur le mot que je cherchais depuis des années, la simplicité, qui va d'ailleurs de pair avec la sobriété. On parle d'ailleurs de sobriété énergétique. On parle d'ailleurs de cette fameuse tendance low-tech. Low-tech qui est justement antinomique à tout ce qui est nouvelle technologie. La low-tech, c'est cette façon de revenir à des choses à la fois très simples, rudimentaires, mais performantes d'efficacité. Pas besoin de plus. Simple, carré. Et c'est vraiment ça, ce retour à la simplicité, cette quête de sobriété. Et je pense que plus on tend vers ça, plus on se ramène à ça, parce qu'on a là encore cette tentation à vouloir se disperser, à toujours vouloir plus, à toujours vouloir mieux, à cette quête toujours de surenchère. C'est très humain et en même temps, c'est entretenu aussi par la société actuelle. Mais est-ce que c'est une fin en soi ? Personnellement, j'en doute. Alors que le fait de se ramener constamment en son centre, la simplicité, c'est s'offrir une très grande quiétude, tranquillité d'esprit. Et pour moi, la tranquillité d'esprit, je crois que c'est véritablement ça, la véritable richesse. Et ça correspond aussi en architecture. Je trouve que les architectes modernes se sont perdus dans cette quête de performance. Toujours plus de béton, toujours plus de verre, toujours plus d'aluminium. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on a défiguré nos propres paysages. Si on met quelqu'un à l'aveugle au quartier de la Défense, il pourra très bien confondre avec New York, avec Séoul, avec Hong Kong, avec Tokyo, avec n'importe quelle autre grande ville. Donc, on a perdu cet ADN, qui caractérise les différentes facettes du monde. Et donc, le fait de retrouver ces fondamentaux, ça nous permet de comprendre que l'architecture est connectée à la météo, connectée au climat. Un bâtiment fait de béton, de verre aura des capacités d'absorption de la chaleur qui va bien plus poser problème que de la bonne pierre ou du plâtre ou tout autre matériau que nos ancêtres utilisaient depuis déjà fort longtemps. Enfin, ils sont pas idiots, nos ancêtres. S'ils ont utilisé tel ou tel matériau, c'est bien parce qu'il y avait une raison. Et donc, retourner à ça, redécouvrir ces savoirs aussi ancestraux, je pense que c'est remettre l'église au centre du village. Merci Claire pour votre intervention. Alors, vous avez parlé de la Terre, vous avez parlé du ciel, et si on va un peu plus loin et qu'on parle de Mars. De l'espace, ok. De l'espace de Mars, oui. Est-ce que vous voyez aujourd'hui le potentiel, la future colonisation de Mars comme un échappatoire au potentiel futur qui attend la Terre, ou alors comme une ambition démesurée qu'a l'homme, et vous en avez parlé, qui veut devenir aujourd'hui Dieu? Ça va même au-delà de l'ambition. C'est un rêve qui ne se fera jamais. Hein. Là, pour le coup, je peux être assez catégorique là-dessus. C'est très bien de cultiver des rêves, mais il faut qu'ils soient atteignables. Pour ma part, alors, voilà, on va mettre tout le monde. Hein, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas astronome, je ne suis rien de tout ça. Mais c'est très compliqué qu'on puisse cultiver la vie sur Mars, tout simplement parce que Mars n'a pas encore de stratosphère, n'a pas une couche d'air qui permet à la vie déjà de respirer. Donc, vous allez me dire, on peut la créer, cette vie. Oui, on peut la créer. Mais pour créer la vie sur Mars, il faut qu'il y ait peu ou prou les mêmes paramètres que sur Terre. Donc, ça implique un travail d'ingéniosité plus que titanesque pour créer une gravité sur Mars qui permette au gaz de rester accroché par la gravité sur Mars. Ça, déjà, ça paraît quasi impossible.
Je dis quasi pour garder une forme d'humilité. Nous sommes des êtres humains parce que nous sommes dans cette enveloppe par rapport aux paramètres de la Terre. Si on transpose un être humain sur Mars, il sera complètement différent. Le poids du squelette, le rapport qu'il aura à la gravité sera différent. Ça sera quelqu'un qui sera peut-être complètement boursouflé parce que le poids en eau sera différent ou la texture sera différente. Qu'on sera certainement dans des paramètres tellement différents qu'on ne sera plus vraiment nous-mêmes. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais on n'aura pas du tout cette même apparence que celle là actuellement sur Terre. Donc ce constat, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de plan B. C'est cette planète et pas une autre. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Merci. On est de plus en plus sensibilisés aux enjeux climatiques, que ce soit dans la sphère privée ou en entreprise, et dans l'équipe des médias. Est-ce que tu penses que c'est suffisant ou il faut encore véhiculer des bonnes pratiques? Mon côté très exigeant dirait que non, ça ne sera jamais suffisant. On peut diversifier les outils de sensibilisation, mais si un changement doit s'opérer, c'est un changement qui doit d'abord se faire par une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est à des degrés différents. Tout dépend du degré de maturité de chacun. Quand je parle de maturité, c'est pas au sens péjoratif, c'est au sens que ça devient quelque chose de naturel, comme un geste mécanique, comme se brosser les dents le matin. Ça va devenir automatique de trier ses déchets. Ça va être automatique de privilégier une gourde à emmener avec soi plutôt que de prendre des gobelets en plastique. Donc, ça doit d'abord être une prise de conscience sur soi. Les médias, la politique, la culture de l'entreprise ne sont que des relais, mais le changement commence d'abord par soi. Pour que ce changement puisse se faire, il faut d'abord trouver tout cela utile. Et là, ça sort du domaine de compétences de chacun. Ça doit passer par la propre sensibilité individuelle. Merci beaucoup. J'en profite par rapport à ces deux questions de rebondir et de vous demander votre avis sur le fait que vous parlez de prise de conscience individuelle par rapport à la fast fashion, par rapport aux gestes du quotidien, tout ce qui est en rapport pour améliorer notre environnement. Pensez-vous qu'un jour, notre influence individuelle qui va grossir petit à petit, les institutionnels vont prendre la tendance de notre entourage en vue de refaire en sorte que ça devienne des normes? Par exemple, par rapport à la fast fashion, justement, est-ce que pensez-vous qu'à un moment donné, les grandes marques vont utiliser des matières nobles, non plus pour voir la rentabilité de leurs investissements à eux, mais au contraire, voir plutôt l'intérêt des consommateurs et de l'environnement? Alors, je pense que ça ne se fera pas dans ce sens-là, malheureusement, mais que ça passera là encore par nous. Il y a, je ne sais plus quel économiste ou philosophe, mais on a un très grand pouvoir, nous, consommateurs, c'est qu'à travers chacun de nos choix de consommation, quelque part, on vote. Donc, si je suis réfractaire au plastique, je vais tout faire pour contourner le plastique. Donc, je vais privilégier un circuit renouvelable. Je vais privilégier ces choix de consommation. Donc, je ne dis pas que ça sera facile, mais c'est un premier pas. Si moi, je le fais à échelle individuelle, d'autres peuvent le faire également. Et ça va être cette somme d'individualité qui va avoir un poids sur le marché. Et donc, les marques vont s'adapter à cette demande. On ne veut plus de microplastique, on ne veut plus de polyester dans notre blazer. Nous, on veut du coton et du lin. Et ben, quand ils vont voir qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont avoir cette envie d'acheter du polyester, à ce moment-là, ils adapteront leur politique, leur offre à nos besoins. Mais ça, je pense que ça passe du changement individuel. Comme la fourrure, comme les œufs. Il y a eu cette polémique des œufs, bon, ça remonte à il y a déjà quelques années, mais là, aujourd'hui, dans les supermarchés, il n'y a plus que des œufs de catégorie 0 ou de catégorie 1. 0, ce sont des poulets élevés en plein air bio. 1, c'est plein air, mais avec une nourriture qui n'est pas totalement 100% biologique. Tous les autres œufs, à partir de la catégorie 2 jusqu'à la catégorie 5, donc des poulets qui ont été élevés en batterie, en cage, ça n'existe plus aujourd'hui parce que le consommateur a voté par son choix de consommation. Il n'a plus voulu de ces œufs-là, donc on les a complètement supprimés. Si je ne me trompe pas, plein air, c'est 6 mètres carrés par poulet. Et je crois qu'en fait, les poulets sont appelés en plein air, mais ils restent en batterie. Moins serré, c'est un progrès. C'est vrai qu'on en est encore loin, mais c'est déjà mieux que rien. Il y a quand même eu un grand pas de fait dans cette prise de conscience par rapport à ce qu'on pouvait manger il y a encore quelques années. Il y a des questions derrière, parce que je pense que le micro... Oui, vas-y. Tout à l'heure, vous avez parlé de smartphone et ça, quelle était la place de la météo pour le futur et si justement aussi ça traduisait d'un manque d'empathie
Merci. Waouh, c'est une excellente question et quelque part, je la redoutais. C'est vrai que, et puis d'ailleurs, ça ne s'arrête pas qu'à la météo, hein. Aujourd'hui, tous nos emplois sont menacés par les nouvelles technologies qui grandissent, qui foisonnent, à commencer par la dernière, l'intelligence artificielle, à tel point que ça remet même en question notre propre utilité dans la société. Donc effectivement, le métier de présentateur météo est menacé par ces enjeux-là. Je pense que toute la valeur ajoutée qu'une IA ne pourra jamais apporter, c'est justement cette imperfection, celle d'être humain. Et je pense que cette imperfection continuera de nous lier fondamentalement les uns aux autres. Peut-être parce que je ne sais pas du tout comment pensent les autres générations. Moi, je fais partie des millennials, donc j'ai grandi sans téléphone. J'ai appris ensuite à évoluer avec un téléphone. Donc j'ai vraiment subi de plein fouet toute cette révolution, cette métamorphose. Je ne sais pas comment vont fonctionner les générations suivantes, on le verra tous en temps et en heure, mais j'ai espoir qu'on aura tous envie de garder cet aspect profondément humain et empathique, que ce soit à travers la météo, mais aussi à travers chacun de nos emplois. Et pour moi, je trouve que ce serait une très belle réussite par rapport aux enjeux qui nous attendent. Il y a encore des questions. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup. J'avais une petite question. J'aimerais savoir, pour toi, quel est le sens véritable de la vie? Oh wow! Oh my God! Alors, je ne sais pas si ça va y répondre totalement, mais je vais me lancer. Et puis si on se trompe, bah, c'est pas grave parce qu'on peut pas se tromper. C'est ouvert, c'est de l'interprétation. Je dirais que le sens de la vie, à partir du moment où on arrivera à y répondre, c'est qu'on arrêtera de vivre. Je dirais que le fait de rester vivant, c'est déjà de continuer à se poser cette question-là. Et il y a un auteur qui m'a marqué dans mon adolescence et que j'ai toujours apprécié. C'est James Redfield qui a écrit La prophétie des Andes. Donc, ouais, c'est vrai il est top ce livre. Il a même été adapté au cinéma dans les années 2000. Cet auteur, James Redfield, il a fait un constat qui pour moi est édifiant. C'est qu'au fur et à mesure du temps qui passe, l'être humain a délaissé sa sécurité spirituelle au profit d'un confort matériel et d'une sécurité économique. Et aujourd'hui, cette quête du confort est devenue une fin en soi. On consomme, on kiffe, et puis on meurt. Mais est-ce que c'est vraiment ça, vivre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce Redfield nous invite à nous reposer cette question véritablement essentielle. Pourquoi on survit? Je serais incapable de répondre à ça. Mais rien que le fait de me poser cette question et qu'elle me fasse poser plein d'autres questions, ça me fait dire que déjà, je suis sur la bonne piste. Je pourrais répondre, mais je vous invite vraiment à regarder ce film ou à lire La prophétie des Andes de James Redfield. Une dernière question. Bonsoir, merci. Je voudrais savoir, parce que je ne nie pas l'implication de l'humanité dans le réchauffement qui est en cours. Est-ce qu'on contrôle, parce que la Terre a des périodes de moins de climat, est-ce que cette période qui est en cours est vraiment à 100%, c'est juste la Terre qui se réchauffe naturellement? Question souvent posée. Je vais parler pour moi. Alors, c'est vrai que oui, en effet, c'est cyclique. On en revient toujours au cycle. Toujours au cycle. Il y a des ères glaciaires et puis il y a des ères aussi de réchauffement. C'est vrai. Ça s'est fait, mais sur une période si étendue que c'est un fait, mais on peut difficilement la comparer avec ce qui se passe maintenant. Le climat est une science moderne, toute récente, à peine un siècle, parce qu'on a réussi à installer une myriade de stations météo qui ont permis de collecter des données. Et ces données nous ont permis ensuite de les travailler et d'en tirer une grille de lecture beaucoup plus élargie. Ça nous a permis aussi d'avoir plus de compréhension sur le fonctionnement du temps et donc du climat. Et là, on ne l'invente pas, c'est un constat. Depuis la fin des années 80, il y a un réchauffement qui correspond avec l'augmentation de l'activité anthropique, la mondialisation. C'est un fait. Donc, ça nous interroge sur notre place par rapport à ce paramètre qui n'est pas des moindres. Et c'est là encore tout l'enjeu de ce siècle, ça va être d'agir dans son individualité en cultivant l'espoir que le fait d'agir en ce sens va permettre d'inspirer les autres et d'aller dans un mouvement, dans un cercle vertueux. Et encore, quand je parle de cercle vertueux, ça va être de limiter les dégâts. Il y a toujours un temps de décalage entre nos actions et les conséquences de nos actions. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Nous allons, dans les prochaines années, payer les conséquences des actes qu'on a faits il y a 10 ans. Il y a toujours ce décalage-là. Donc, c'est comme pour la vitesse, comme une voiture. Le temps où le conducteur a cette réaction de freiner, il ne va pas freiner tout de suite. Il y a forcément un décalage qui va le faire continuer d'avancer. Eh bien, nous, tout notre défi, ça va être de résorber ce delta pour limiter les dégâts. Et je suis vraiment navrée d'être pessimiste. C'est pas dans ma nature d'être pessimiste, mais là, malheureusement, je pense que si on continue d'aller dans ce sens, on va pas dans le bon sens.
qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'entends la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce serait très prétentieux de ma part de dire ce qu'il faudrait faire. Je suis une des premières spectatrices. Vraiment, je suis c'est comme si j'étais celle là, tout en haut du Titanic qui observe. Oui, je suis là. J'ai pas forcément les moyens ou les outils pour savoir comment le contourner ou comment le faire. Donc c'est là où j'ai envie de dire, il faut vraiment se la jouer collectif. Et toutes les bonnes idées sont vraiment à prendre. Et qu'une seule bonne idée peut potentiellement nous aider à nous en sortir. Madame? C'est par rapport à votre profession, présentatrice de météo. Je ne savais pas que les présentateurs ou présentatrices de météo avaient une formation. Je trouve ça très bien pour vous. Et quels sont vos projets futurs? Parce que je pense par rapport à votre formation et à votre niveau, je pense que vous pouvez nettement évoluer dans votre profession. Alors pour en revenir sur la formation, aujourd'hui, oui, il y a une formation obligatoire, il faut avoir un minimum de bagages, mais après, ça dépend du parcours de chacun. Le parcours initial, c'est qu'on est déjà journaliste, on est déjà dans une rédaction, et puis un beau jour, il y a une place qui se libère, il y a des besoins, et donc le chef de rédac ou quelqu'un de la hiérarchie propose à telle ou telle personne, tiens, est-ce que ça te dirait de faire la météo? Et donc si la personne accepte, elle a une formation à durée très limitée, très courte, par Météo France. Ça, c'est le schéma classique, basique. Et puis, il y a d'autres voies, celle dans laquelle je m'inscris, une réelle passion, un peu difficile à assumer parce que c'est quand même une sacrée niche d'être présentateur météo, mais je savais que si je ne le faisais pas, je passais à côté vraiment de ma vie, de ce qui me donnait envie de me lever tous les matins. Et donc là, quand on n'a pas de ticket d'entrée dans une rédaction, quand on n'est pas déjà journaliste, c'est extrêmement compliqué de faire sa place. Donc c'est ce qui m'a poussée à m'ouvrir vers l'extérieur et puis à taper à toutes les portes pour dire « j'ai besoin d'une formation, s'il vous plaît, prenez-moi, formez-moi ». Et donc, à force de persévérance, j'ai la Suisse qui m'a ouvert les bras et qui m'a dit « Ok, bon, celle-là, elle ne plaisante pas, ça fait 3 fois qu'elle nous sollicite, on va peut-être la rencontrer quand même. » C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc ensuite, 2019, j'en parlerai jamais assez parce que c'est vraiment une date clé pour moi. C'est en plein été, canicule, des températures historiques. Je vous fais le topo. 25 juillet 2019, pierre blanche, là, cette date dans ma tête. 46 degrés à Bordeaux, la fournaise. 42 degrés 6 à Paris. Vraiment, j'avais une compassion. Je plaignais les personnes qui habitaient sous les toits, sous les combles. Vraiment, terrible. Il a fallu, c'était mon tout premier bulletin sur CNews. Je rentre, mon premier jour où on me dit « il faut que tu fasses la météo » parce que tout le monde était parti en congé. Ils n'avaient pas anticipé ces besoins-là, donc j'étais appelée en urgence alors que je venais de Suisse. Ils m'ont dit « Claire, faut que tu viennes. » Enfin, c'est comme ça. Donc mon premier jour, c'était pour parler de cette actualité brûlante. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore énormément d'expérience. Et là, je devais annoncer ça aux Français. Mais sachant que ce qu'on annonce, c'est du factuel, et c'est très important parce que Dieu sait tout ce que ça implique dans la vie des gens. Donc, immense responsabilité. Ça n'a fait que confirmer que j'avais fait les bons choix, que ça a été très compliqué pour moi d'y arriver, mais que j'y suis arrivée. Et donc aujourd'hui, évidemment, les places sont toujours très chères. On est toujours dans une niche très étroite, mais aussi très privilégiée. Car aujourd'hui, quelles sont les personnes qui ont ce bonheur de se lever le matin en vivant de leur passion? C'est extrêmement rare. Donc, pour l'instant, mes projets, c'est continuer dans cette lancée. Et puis, s'il y a une opportunité qui s'offre à moi, évidemment, je serai comblée de pouvoir la recevoir. Mais il y a aussi autre chose dans la vie. Il n'y a pas que le travail. Il y a aussi sa famille, il y a ses amis, il y a l'utilité que l'on peut avoir dans la société. Et ce sont d'autres aspects de ma vie que je compte tout autant développer. Merci beaucoup, chère Claire. Merci à vous tous. Aujourd'hui, il a fait assez mauvais temps, n'est-ce pas? Il a mitigé. Mitigé, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. On est en plein ciel de traîne. Mais toi, tu as été notre rayon de soleil. Oh. Donc, vraiment, merci beaucoup. Non, mais vraiment, merci. Et tu es vraiment à la hauteur de cette rencontre philosophique. Ta belle réflexion, ta belle humanité. Vraiment, tu nous as appris énormément de choses. Donc, vraiment, un infini merci. Vraiment, merci. Merci à vous et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je crois que nous allons continuer de passer un bon moment. Voilà, vous pouvez prendre un verre avec nos amis du bar qui vont venir. Mais nous, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour la dernière rencontre philosophique au mois de juin qui aura lieu le lundi 15 juin. Vous verrez en temps voulu l'invité. Merci beaucoup, belle soirée à vous. Merci beaucoup.